Bienvenue sur cet atelier Adaptive Learning des Ludovial. On va parler d'Adaptive Learning. Ah, ça tombe bien. Alors, c'est l'apport de l'IA dans ce domaine. C'est intéressant de définir les thèmes, hein. Quand on a vu sur l'atelier précédent, on a des nouveaux termes, des nouveaux mots qui apparaissent. Même si on va le voir, ces mots existent depuis un bon moment dans l'enseignement, dans l'éducation, dans le monde de l'éducation. L'adaptive learning, c'est ce qu'on appelle l'apprentissage adaptatif, hein, pour les Français et les amis québécois qui sont à cheval sur le français, ils ont raison. C'est toutes les technologies, hein, qui permettent la personnalisation de l'expérience utilisateur. Vraiment personnaliser les usages, les contenus, les parcours des utilisateurs. Alors, ça s'appuie, comme on a vu à l'atelier précédent, soit sur des arbres décisionnels, des choses avec des parcours qui sont prédéfinis, plus ou moins linéaires, ou aujourd'hui, on a la possibilité de faire des parcours beaucoup plus diversifiés, beaucoup plus variés avec l'IA qui peut gérer beaucoup plus de paramètres que oui, non, plus ou moins, et des choses comme ça. Et on va voir quelles sont les multitudes des paramètres qui arrivent aujourd'hui dans le monde de l'éducation, et pourquoi aussi il y a de plus en plus de paramètres dont on peut tenir compte, parce que on parle depuis ce matin de l'IA qui bouge, mais ce n'est pas le seul secteur qui bouge énormément en ce moment. Tout ce qui est neurosciences, tout ce qui est Sciences Co aussi évolue, notamment dans le domaine de l'éducation. Et donc, ça nous fait beaucoup de choses qui sont en train d'arriver dans nos écoles, et sur lesquelles on va pouvoir utiliser, de plus en plus optimiser tous ces dispositifs-là. Euh, et donc, on a l'adaptive learning et on a aussi un dispositif qui s'appelle ITS, les systèmes de tutorat intelligent qui existaient, où le chatbot NLP, ce qu'on vient de voir précédemment, répond en fonction des questions, du contexte et des choses comme ça. On est dans ces technologies-là. Ces technologies-là, si je clique là, voilà, il y a François Bocquet qui avait fait une carte sur comment on peut apprendre avec l'IA en 2022, si ma mémoire, bah oui, c'est marqué en plus, novembre 2022. On est dans cette branche-là pour apprendre les technologies d'apprentissage adaptatif, hein. Vous voyez que c'est une des parties dans lesquelles l'IA peut intervenir, hein. Il y a plein de choses où l'IA peut intervenir côté pour apprendre pour les élèves, mais ce n'est pas la seule partie. Donc, on va faire un petit focus là-dessus sur cet atelier. Et pour vous dire que c'est pas récent, ces affaires-là, d'automatisation, d'ITS, etc., d'adaptif, de parcours adapté, c'est des choses qui ont été déjà gambergées. Il y a un certain pressé, je ne sais pas exactement, Sydney, qui a fait cette première machine, hein, les premiers ordinateurs portables, en quelque sorte, qu'on pouvait trouver dans les classes en 1926, l'Automatic Teacher. Le prof automatique, donc c'est quelque chose qui travaille des gens dans le monde de l'éducation depuis un moment. C'était un peu plus développé par un certain Skinner. Skinner, si vous avez fait des sciences de l'éducation, le behaviorisme, Skinner, ça doit vous parler. Et donc, je vous ai mis des liens, vous irez voir, il y a des liens avec cette vidéo-là où on voit des élèves, une classe travailler sur ces espèces de machines à QCM. C'est des espèces de systèmes à QCM qui étaient proposés et où, soi-disant, avec une personnalisation des questions pour chacun des élèves. Donc, j'ai pas trop bien compris les explications qui sont données dans la vidéo. Donc, ça date des années 50. Par la suite, on a eu des évolutions autour d'un truc que moi, j'ai regardé plusieurs fois et qui est un peu à l'origine des plateformes bah, on parlait de Moodle précédemment, de toutes les plateformes en ligne. C'est le programme Plateau pour programmer de logique automatique teaching opération. Donc, c'était une plateforme où on pouvait trouver des ordinateurs avec des quiz, des leçons avec des graphiques. Vous voyez les graphiques dans les années 60, hein. C'est quelque chose qui a été développé aux États-Unis, je ne me rappelle plus dans quelle université, mais qui est à l'origine de pas mal d'innovations technologiques et pas mal d'innovations autour de l'utilisation de l'ordinateur, des parcours, de la programmation, des tuteurs, des choses comme ça. Il y a eu énormément d'innovations qui ont été faites dans ce dispositif-là. Vous trouverez toutes les informations sur ce lien-là. Mais c'était l'écran plasma.
la première fois qu'on a utilisé des écrans plasma, c'était dans ce projet-là, les écrans tactiles, ils avaient fait des systèmes d'infrarouge autour des écrans, on pouvait délimiter 12 cases, donc avec le doigt ou avec un stylo, on pouvait sélectionner des parties d'écran. On pouvait avoir des agents du son, transférer du son sur des réseaux, on pouvait avoir, je crois, c'est 1000 personnes qui pouvaient discuter en même temps via cette plateforme-là. Donc il y avait énormément d'innovations. Il y avait pas eu, il y a eu pas mal de publications autour de ces dispositifs-là, ouais, sur l'ITS et sur l'adaptive learning. On essayait d'adapter, l'idée c'était d'adapter les parcours, une vieille lubie, les parcours en fonction des élèves. Donc on a eu toutes ces évolutions technologiques-là. Donc à Louis, ça doit lui parler, qui a suivi toutes ces évolutions dans les technologies dans le monde de l'éducation. Plus récemment, bah, il y a eu des MOOC, il y a eu enfin, tout un tas d'évolutions. Et aujourd'hui, la dernière qu'on a, c'est celle qui est liée à l'intelligence artificielle. Par rapport à ça, il y a eu énormément d'articles, de publications, de réflexions pour voir l'intérêt de ces ITS, de l'adaptive learning. Donc, il y a depuis un certain nombre d'années, pas mal dans différents domaines de publications scientifiques. Donc là, je vous ai mis une des publications qui fait une méta-analyse. Donc, c'est quoi une méta-analyse? On va prendre l'ensemble des publications dans un domaine, par exemple sur les ITS, sur plusieurs années, et on va voir est-ce que les ITS, de l'adaptive learning, c'est quelque chose qui est intéressant pour le monde de l'éducation? Est-ce que c'est quelque chose qui apporte par rapport à l'enseignement classique? Et dans ces méta-analyses-là, dans l'ensemble, pas mal de documents de recherche, on montre qu'effectivement, il y a un plus quand on utilise ces méthodes-là par rapport à des méthodes classiques, et on va détailler. Donc ça depuis longtemps, depuis les années 50-60. Donc c'est pour ça que l'IA n'a pas apporte, c'est pas une nouveauté dans ces domaines-là, mais ça va être comment on propose ces parcours, comment on calcule ces parcours-là, c'est là où ça va être apporter beaucoup. Apporter beaucoup. Et aujourd'hui encore, il y a des publications dans ce domaine-là. Ça, c'est la thèse de Benjamin Clément, qui est accessible avec les liens qui sont ici, sur la personnalisation des séquences, des parcours des élèves, faites avec l'IA, avec les programmations. Et ce qui est intéressant, c'est quand on regarde des curriculums qui sont proposés par l'IA par rapport à celles qui sont faites par des experts, on voit dans le temps une différenciation par les élèves où les élèves arrivent à mieux progresser sur des systèmes de tutorat intelligents, sur des systèmes automatisés, des systèmes de personnalisation. Donc là, il y a une concordance sur pas mal de publications de cette chose-là qui fait que soit avec l'ITS, soit avec l'IA, encore plus avec l'IA, on a cette différenciation-là par rapport qui s'explique de différentes façons. Précédemment, dans l'atelier CNED, on disait qu'il y avait une grande différence entre les élèves qui comprenaient vite et ceux qui ne comprenaient pas vite. Là, l'IA, elle ne se lasse pas de répéter, de proposer des activités, des exercices aux élèves qui ne vont pas vite. Et donc, un prof, à un moment, il va, bon, on passe à autre chose, peut-être plus ou moins, c'est un biais, je ne sais plus le nom du biais, mais c'est un biais qui a été observé, où le prof a la tendance à ralentir ceux qui vont trop vite et à booster, enfin, à aller trop vite pour ceux qui ne vont pas assez vite. J'espère que vous m'avez compris. Et, tandis que l'IA, elle ne fait pas cette distinction-là. L'IA, elle fait pas du tout. Si l'étudiant, il faut poser 500 questions pour le faire avancer, elle lui posera 500 questions. Par contre, il ne faut pas que ce soit boring, il ne faut pas que ce soit ennuyeux pour les élèves avec les 500 questions. Et c'est là où l'IA aussi peut apporter quelque chose, c'est de générer des activités, des exercices où ça soit varié pour l'élève ou que ça soit varié pour celui qui, sur les 500 questions, qu'on n'ait pas 500 fois la même chose avec 1 plus 1, 1 plus 2, 1 plus 3, enfin en mathématiques par exemple, où ce serait un peu ennuyeux. Donc avoir des activités un peu différentes. Donc par rapport à ça, donc ça, mon petit préambule historique, je pense que c'était intéressant à faire. Le petit préambule aussi, ce que la recherche apporte dans ce domaine-là, si on le fait, c'est qu'il y a des retours, il y a des choses qui sont intéressantes à gratter autour de ce domaine-là. Alors je vais prendre un premier exemple qui est autour d'Adaptive Math, qui est un projet qui est fait par Evidence B, qui est aujourd'hui déployé dans toutes les classes de cycle 2 en France, dans toutes les écoles de cycle 2, mais pas que en France.
On pilote des expérimentations. Moi, je suis sur le Sénégal, Mali, Côte d'Ivoire. Il y a pas mal le New York District School aussi qui a choisi cette solution pour ses élèves. Enfin, bref, un peu partout dans le monde. On va regarder comment un peu est construite cette solution d'adaptive learning autour des mathématiques pour l'apprentissage des mathématiques. Et tout à l'heure, je vous disais que ce qui était intéressant, c'est que cette évolution des technologies de l'IA vient en même temps qu'une évolution, tiens, pourquoi ça change tout seul, qui est globale dans le monde de l'éducation autour des neurosciences, des sciences cognitives. Par exemple, si on regarde sur les compétences mathématiques, les travaux d'André Knops, qui est à l'Université de Paris-Descartes, qui montrent, c'est des travaux assez récents, que les compétences mathématiques, il faut développer des compétences annexes qui sont sur les intuitions numériques, la maîtrise des symboles, l'inhibition, la maîtrise des nombres et la spatialisation pour développer la compétence mathématique. Donc il y en a en quelque sorte des sous-compétences. Et donc ça change aussi beaucoup de choses par rapport aux idées qu'on se faisait précédemment sur l'enseignement des mathématiques. Et donc ça va nous permettre de créer des matrices d'activité. Hein. Quand je vous disais tout à l'heure, il ne faut pas que l'élève s'ennuie quand il a des choses à faire. Si on va tester beaucoup plus de compétences qu'auparavant, on va proposer des activités beaucoup plus variées. Et donc on va construire des matrices d'activité, des centaines, des milliers, des dizaines de milliers d'activités qui seront proposées et dans laquelle l'IA va pouvoir aller piocher celle qui est bien adaptée à l'élève. Hein, par rapport à un parcours linéaire, on n'est pas sur un arbre décisionnel, mais il faut voir ça sur une matrice qui a même plusieurs dimensions. Si je reprends mes dimensions là, mes compétences là, on va dire qu'on en a 5, au moins une matrice à 5 dimensions. Donc à visualiser, c'est déjà un peu plus compliqué pour un petit esprit comme le mien, mais l'idée c'est un peu ça. Donc, si je prends un exemple comme type d'activité qu'on peut avoir, on peut avoir les dimensions, on va travailler en mathématiques sur l'addition, la soustraction, la multiplication, par exemple. Donc, c'est des types d'activités. Avec les difficultés, on va avoir des difficultés simples. Ensuite, on va pouvoir augmenter les difficultés dans le cas toujours des mathématiques, et aussi des représentations qu'elle soit symbolique, qu'elle soit figurée, qu'elle soit mathématique. Donc, vous voyez, déjà avec juste ce niveau activité, difficulté, présentation, j'ai déjà une matrice d'activité qui peut être assez considérable. Et je peux la faire exploser énormément en fonction des compétences que je veux développer chez mes élèves. Et donc, ça va graphiquement, on peut traduire ça de façon graphique avec des activités qui sont plus que des quiz où les élèves peuvent manipuler des objets, être mis en situation, etc., etc. Donc c'est là où ces activités peuvent être générées par des IA et c'est là que les IA, elles vont aller ensuite, qui ne sont pas les mêmes, hein, on est bien d'accord, vont les piocher dans ces matrices d'activités-là. Donc on est d'accord, on a une grande matrice d'activités. L'adaptive learning, l'idée, c'est qu'on fait une cartographie de l'élève en lui faisant un test de démarrage sur des notions. Donc, on va le tester sur l'addition, par exemple, la multiplication, peut-être pas la soustraction, enfin, sur quelques notions mathématiques qui vont être choisies par les enseignants, sur lesquelles il doit travailler en fonction du programme, etc., etc. Et la matrice, une fois qu'elle a fait une cartographie de l'élève, en disant, voilà, après cette phase de test, elle va dire, voilà, où sont les manques, où sont les besoins de développer les compétences dans tel et tel domaine, va pouvoir aller piocher dans cette matrice d'activité en fonction du type d'exercice, de la difficulté. Et elle ne va pas piocher ça de façon aléatoire et elle va sélectionner si vous avez suivi Vygotsky en sciences de l'éducation, j'en reviens après le behaviorisme en socioconstructivisme, vous voyez, on ne sort pas des choses qu'on a déjà appris, c'est Vygotsky qui avait sorti le concept de zone proximale de développement, la ZDP. Et l'idée, c'est les gens de l'INRIA à Bordeaux ont repris un petit peu ce principe-là pour faire un moteur de recherche, hein, ils appellent ça le ZDPES, qui est basé sur l'intelligence artificielle, qui va analyser l'ensemble des données enregistrées sur la cartographie des compétences et des connaissances de l'élève, qui seront une cartographie spécifique à chacun des élèves.
et en fonction de ça, lui proposer un parcours pour le faire progresser dans ses activités. Et donc, quand on regarde, on retrouve un petit peu, ça c'est des expérimentations, des résultats d'expérimentation faites avec la ZDPES, hein, qui ont été publiés par Pierre-Yves Oudéhière de l'équipe Flower à l'INRIA Bordeaux. On voit, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est des méta-analyses montraient déjà ça, c'est que les algorithmes permettent de faire progresser. Donc, c'est quand on utilise la le ZDPES, c'est pas facile à dire, hein, je suis pas idée, hein. C'est le graphique d'en bas. Les élèves progressent plus rapidement, les bons élèves plus rapidement. Ils sont moins moyennés que quand les séquences sont proposées par un enseignant seul. Donc en haut, c'est l'enseignant seul. Donc vous voyez que c'est les séquences qui sont proposées par l'enseignant. Il essaye de moyenner. Les étudiants en difficulté à un moment, ben, on passe à autre chose. Et ils seront toujours en difficulté, ils n'ont pas compris les notions et les concepts. Alors pas tous les étudiants, hein, mais certains. Alors que dans le graphique du bas, on voit que l'étudiant, tant qu'il n'a pas compris, on lui propose des activités de niveau 1. Et ceux qui ont vite compris, on a identifié qu'ils ont compris, on est déjà au niveau 6, ce qui n'est pas le cas avec l'enseignant. Donc là, on est tout de suite dans une personnalisation qui est beaucoup plus rapide, hein, que quand les séquences sont pilotées par les enseignants. Donc on est vraiment dans l'individualisation. Donc ça, c'est prouvé, montré depuis plusieurs années, hein, même avant que ça soit géré par l'IA. Hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure dans mon historique. Dans les méta-analyses, elle montrait déjà ça. Donc c'est quelque chose qui est renforcé, qui est encore plus fort que dans les dispositifs précédents. Donc l'IA permet de ça. Donc ça, c'est une première IA, de gérer des parcours pour les élèves. Et ensuite, il y a une autre IA qui va permettre à l'enseignant, à partir de toutes les données qui sont recueillies, de pouvoir catégoriser, plutôt d'identifier, plutôt que de catégoriser, les lacunes chez les élèves qui sont présents, qui participent à ces qui utilisent ces outils-là. Donc là, je vous montre un exemple en mathématiques, mais ça existe dans différents domaines, ces ITS, ces parcours d'adaptive learning. C'est quelque chose qui se développe en France dans le cadre d'un plan qui s'appelle le P2IA, plan d'intelligence artificielle dans les écoles, quelque chose comme ça. Et donc, il y a plusieurs EdTech qui ont été sélectionnés pour proposer des solutions. Alors, c'est Évidence B en mathématiques pour les cycles 2. Il y a l'Alilo en cycle 2 en français pour l'apprentissage du français, de la lecture des mots pour les CP, toujours pour le cycle 2. Alors, pourquoi c'est en cycle 2? Parce que c'est les appels d'offres. Le pays 2IA cycle 3, il a été publié récemment. Donc, c'est sur financement État que ça se fait en côté de la France. Et l'intérêt de ces outils, donc, côté enseignant, ça va lui permettre de faire une cartographie de sa classe et d'avoir un suivi vraiment personnalisé avec toutes les données de chacun de ses élèves. Alors, moi, je vous propose, parce que Eric m'a dit, c'est un atelier, donc je vais vous faire travailler. Je vais arrêter de parler. On va se donner 5 minutes. Vous allez pouvoir vous connecter sur adaptivemath.fr ici. Hop, 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 hop.